Salut la team rentable, ici Yann Darwin, finance et investissement mais pas chiant, j'espère que tu vas bien. Tu m'as demandé un petit peu plus de terrain et notamment en immobilier, ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je te l'ai déjà dit, on rénove des villas de luxe ici à Dubaï, on va jeter un œil sur une des villas, tu vas voir le chantier et on va parler un petit peu du marché de l'immobilier ici à Dubaï. Let's go! Alors, nous y voilà. Alors, tu vas voir, je vais te montrer un petit peu le quartier. Alors, tu vas voir, c'est bien dans son jus, mais c'est normal. Mais j'entends qu'il y a du bruit, je me demande s'il n'y a pas déjà des gens, et c'est possible qu'on croise des gens. Il y a déjà les travaux qui commencent. Non, c'est de l'autre côté. Voilà. Ah, ça fait pas rêver, hein. Ça, c'est le jardin. Ça, c'était une piscine. Tu vois, ça rentre un peu à l'intérieur. Puis voilà l'état. Voilà. Ah, tu t'attendais pas à ça, hein? N'est-ce pas? Ah, c'est bien dégueulasse. Alors, c'est bien dégueulasse, oui, mais c'est ce qu'on aime, puisque là, le but, c'est de faire une très belle villa. Alors là, forcément, tu te dis une très belle villa, Yann, t'as complètement craqué ton slip. Mais en fait, comme souvent dans l'immobilier, tu le sais, l'emplacement est intéressant. Et là, finalement, on n'achète pas cette ruine dégueulasse, on achète son emplacement, son quartier, sa vue, etc., etc. On achète en fait tout sauf la villa. Et limite, si on avait pu acheter que le terrain et un tas de ruines, on l'aurait fait de la même façon. Donc là, ce qui nous intéresse ici, c'est de faire une belle réalisation. Et tu vas voir, on suivra ce chantier et d'autres. Je sais pas comment encore je vais structurer cette série de vidéos, mais je pense que peut-être qu'on switchera entre plusieurs maisons. Mais l'idée, c'est de comprendre ce qu'on peut faire à partir de ça, quoi. Attends, je te fais un petit tour du propriétaire, tu vois, je te mets que des pépites. Alors, la cuisine, sympa, n'est-ce pas? Tableau électrique, en très bon état. Salle à manger, salon, un éléphant, un autre éléphant, un couple d'éléphants, le garage, un autre salon très grand et très profond, on sait pas trop à quoi il sert. Des escaliers tout pourris, une chambre dégueulasse, avec une terrasse toute pétée. Vraiment toute pétée. Et là, l'autre fois, j'ai failli passer à travers, là. C'est tellement mal fait. Et ah non, là, on a le clou du spectacle, la salle de bain parentale. Bref, tu l'as compris, c'est de la merde, mais pas tout à fait. Ce genre de villa est très recherché une fois terminé. Il y a assez peu de gens et assez peu de rénovation de qualité ici. Et c'est un des problèmes, et c'est le premier problème que je vais spotter du marché de Dubaï. Je t'ai dit qu'on allait parler du marché de Dubaï. Dubaï, c'est une ville qui grossit beaucoup, qui grossit très vite, tu le sais. Moi, je le compare vraiment aux États-Unis d'il y a quelques dizaines d'années. Pour moi, Dubaï, et même au-delà de Dubaï, tout le Middle East, c'est les prochains États-Unis, ou c'est même en cours d'être les États-Unis d'il y a 30-40 ans. Et ça se développe très vite, très fort, donc ça construit depuis des années. Il faut savoir que la ville a 50 ans. Et en 50 ans, tu as vu ce que c'est devenu, des tours partout, des maisons, des quartiers à l'américaine, très fermés, etc. Gate community, avec des trucs très sympas. Sauf que, étant donné qu'ils ont construit vite, et que en plus, au tout début, ils ne savaient pas spécialement faire, ça a attiré beaucoup d'Européens. Il faut savoir qu'ici, 90% des gens sont expatriés, donc viennent d'autres pays. On a su les attirer par plein de façons parce que le business ici est facile, la fiscalité est sympa, la vie est cool, il y a énormément de sécurité, toute l'année il fait beau, etc. Mais forcément, il y a un gros manque. Et ce gros manque dans le domaine de l'immobilier, c'est l'immobilier à l'européenne, la décoration à l'européenne. Et ici, de base, un constructeur, même un constructeur national, etc., qui a pignon sur rue, ça fait très peu de temps qu'il fait de la norme, on va dire, européenne, de la déco européenne, des jolis carreaux blancs, des belles salles de bain à l'européenne, comme dans les grands hôtels, etc. Les maisons, beaucoup de maisons, même dans des quartiers chers, parce que là je vais te dire le prix de cette maison dans l'état où elle est, et je pense que tu vas halluciner, même dans des quartiers chers, dans des quartiers réputés, les maisons sont avec cette espèce de vieux style un peu arabique, un peu à l'ancienne, un peu jaune, tout est jaune, quoi, tu vois. Les maisons, elles sont jaunes. Les putains de sol, là, c'est des carreaux jaunes. Les portes sont marrons. Enfin, c'est dégueulasse, quoi.
Et donc forcément, étant donné qu'il y a énormément d'Européens qui viennent ici, il y a énormément d'Américains du Nord, du Sud, etc. Il y a énormément de gens, et même plutôt riches et plutôt des businessmen qui viennent ici, qu'il y a une grosse demande en fait. Et donc nous, on est là, pour pas que nous, hein, mais entre autres pour combler cette demande. Donc ça, c'est l'analyse du marché qu'on fait. Donc ce qu'on a prévu de faire là sur, on va dire, les prochains 1 an et demi, 2 ans, l'objectif qu'on s'est donné, c'est pour 100 millions de ventes, 100 millions de dollars, parce qu'on parle en dollars, parce que ici la monnaie, c'est le dirham qui est pégé, hein, qui est accroché au dollar, donc on parle en dollars, c'est plus simple, c'est une monnaie constante, alors que l'euro fluctue pour nous. Ce qui est pas déconnant en termes de volume, puisque suivant les tailles de maisons qu'on va faire, ça représente 30, 40 maisons. Faut savoir que ici, là, tu vois, donc tu vois l'état. Ça, là, maintenant, tout de suite, sur le marché, ça coûte à peu près un peu moins de 2 millions de dollars. Cette merde. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel qui est immense et parce qu'une fois rénové, ça vaut beaucoup, beaucoup plus, tout simplement. Donc l'idée, c'est ça, c'est l'objectif qu'on s'est donné. On a commencé à déployer des capitaux. On continue, là, toute l'année, on va aller très fort. On a 2 maisons en cours, celle-ci, une autre. On fait ce qu'on sait faire. Je te mets quelques images du type de rénovation qu'on sait faire. Voilà, donc ça c'est tout à fait l'objectif. Maintenant, j'ai eu la question, et je le mets à chaque fois, je suis désolé de faire un instant pub à chaque fois, mais je te le remets ici. On a My Club Deal, notre club d'investisseurs. Je pense que sur certaines de ces maisons-là, alors je ne sais pas encore comment on va le structurer, peut-être maison par maison, peut-être avec un pool, un groupe de maisons, mais peu importe. Certaines de ces maisons-là, on va les rendre accessibles a priori sur, comme Club Deal, sur myclubdeal.com. Donc inscris-toi, je te le répète assez, mais ça coûte rien, c'est gratuit, c'est un club privé d'investisseurs. Tu es sur une liste et t'envoies par email des mises à jour, des infos sur nos deals, des formations parfois, des trucs un petit peu sympas qui sortent de l'ordinaire, gratuits. Et puis sur certains deals, tu pourras tout simplement participer avec nous. Donc ça peut être intéressant. Je voudrais aussi faire un commentaire pour tous les gens qui me disent, qui me posent des questions par rapport à Dubaï, etc. On ne fait pas que du Dubaï, hein. Tu le sais si tu es d'ailleurs dans My Club Deal. On fait des deals au Canada, États-Unis, Amérique du Nord, on en a pas mal, des deals en France. On a eu des deals en Europe du Sud, côté du Portugal, etc., etc. On fait pas du ou en fait chez Green Bull, on fait du et tout simplement. J'ai pas envie de dire qu'on va là où le vent nous porte, mais on va là où les opportunités nous portent tout simplement. Après, il se trouve que on est, nous, sur Dubaï, avec une de nos entités, domiciliée également personnellement, donc pourquoi pas faire d'immobilier ici, tu vois, ça serait complètement bête. Après, on est sur une chaîne d'investisseurs, je suis pas là du tout pour rentrer dans les détails, dans les débats de Dubaï, pas Dubaï, c'est bien, c'est pas bien. J'en ai rien à taper, encore une fois, ça c'est des polémiques qui m'intéressent pas. On est là pour faire de l'investissement et faire de la team rentable. Beaucoup de gens me demandent, ouais, moi je veux investir sur Dubaï, ok Yann, parce que c'est vrai que je suis pas le seul, on n'est pas les seuls, plein de gens ont vu qu'il y avait une traction ici et que ça pouvait être intéressant. Alors, moi ce que je peux dire de mon expérience, c'est que pour investir sans être ici, sans être expat, sans habiter vraiment ici, c'est mission impossible. Pourquoi? Pour un des plus gros points. C'est que certes ici, la main d'œuvre est pas chère. Certes ici, c'est peut-être plus cool au niveau fiscal, au niveau TVA, etc. Les travaux coûtent moins cher d'une façon générale. Mais par contre, qui dit main d'œuvre pas chère, dit aussi main d'œuvre peu qualifié ou pas qualifié. Donc c'est très dur d'avoir des bons contracteurs, c'est très dur de faire du travail de qualité et c'est mission impossible de suivre ça à distance. Pour quasiment la plupart des entreprises qui ont pignon sur rue, c'est quand même très dur. Donc de vouloir faire ça à distance en étant, je sais pas, français, américain, guadeloupéen, tout ce que tu veux, russe, peu importe, c'est compliqué. Maintenant, en étant sur place, il y a évidemment des opportunités, mais comme sur tous les marchés finalement, une fois que tu es sur place, tu connais le marché. Ensuite, j'ai aussi beaucoup de questions de gens qui sont peut-être français, avec le traumatisme français des impôts, et je le comprends, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de... On parle même plus d'impôts, en France on parle de vol. Avec le traumatisme français, plein de gens se disent « Ah bah oui, mais je vais investir à Dubaï, vu que la fiscalité est plus cool, du coup je vais faire des plus-values, ça sera bien ». Le problème, c'est que tant que tu es résident français, t'as beau faire des plus-values à Dubaï, quand tu vas rapatrier l'argent, tu vas être imposé. Donc, c'est pas forcément intéressant de le faire pour toutes ces raisons-là, et c'est même risqué de le faire pour toutes ces raisons-là. C'est aussi pour ça que pas mal de gens font des choses avec nous à travers des structures, parce que tout seul, c'est un peu mission impossible. Tu vas voir sur le chantier, et sur tous les chantiers, ici, il y a énormément de gens. Quand je te dis énormément de gens, c'est qu'une maison comme ça qui doit faire de tête,
Alors là, il y a un agrandissement, etc. Elle doit faire 500 mètres carrés, 550, peut-être 600 mètres carrés. Il y a peut-être, pendant le chantier, sans exagérer vraiment, je ne fais pas mon Marseillais, 50-60 personnes tous les jours sur le chantier. Donc c'est un truc de fou à suivre. Bon, après, on a des équipes, bien sûr, hein, je ne suis pas là avec mon casque tous les matins à suivre le truc, mais ça n'empêche que c'est quand même quelque chose d'assez violent. Alors maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des vérités dans l'immobilier, peu importe où tu le fais, parce que là on parle de Dubaï parce qu'on est à Dubaï, mais il y a des vérités que tu rénoves en France, à Dubaï, aux États-Unis, en Russie, où tu veux. On en a parlé, le suivi du chantier, la gestion du chantier, la gestion des équipes, je ne reviens pas dessus, c'est complètement clé. On a également quelque chose qui est clé, c'est le choix des matériaux, la sélection des matériaux, et au-delà de la qualité des matériaux, où est-ce que je mets mon budget? Je m'explique. Il faut faire un exercice de se demander à qui je vais vendre, pourquoi je vais vendre. Ok ? Ce genre de maison, on connaît déjà notre public. Notre public, on sait que c'est un expatrié européen ou américain qui est un profil typiquement ici de chef d'entreprise ou un médecin slash chirurgien dans une clinique de botox là, ou de cheveux. Ou c'est un avocat d'affaires, ou c'est un banquier, ou tu vois, enfin, on sait déjà globalement à quoi va ressembler notre acheteur. Et c'est cliché ou pas cliché, comme tu veux, mais bon, là, on fait l'immobilier de luxe, hein, donc forcément, on sait à quoi ressemble notre acheteur. Du coup, quand on sait à quoi il ressemble, on ne fait pas pour le plaisir. On sait ce qu'il veut. Ou en tout cas, on peut chercher à transposer ce qu'il veut. Et il faut faire des choix parfois sur les matériaux. On visitait l'autre fois avec Guillaume, que tu connais, plein de maisons là ici dans le coin, et il y a des matériaux qui par exemple coûtent très cher. Tu sais, c'est les grandes tiles là, c'est le marbre, tu sais, que tu mets dans les salles de bain. T'as en gros deux choix, j'extrapole. Soit tu as du marbre qui est coupé peut-être en 50 par 50, tu vois, donc c'est pas que c'est pas cher parce que c'est cher le marbre, mais disons que c'est facile à couper, c'est standardisé, c'est facile à transporter, donc c'est moins cher que des placasses. Tu sais, où tu veux pas de joint, tu veux pas de démarcation, je sais pas, des barres de 4 mètres par 4 mètres, tu vois, ou je sais pas combien ça fait, mais tu vois, t'as pas de joint, c'est immense, c'est vraiment du marbre, limite t'as l'impression que tout le mur est en marbre, tellement il n'y a pas de joint. Forcément, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Donc la question après à se poser, c'est pour qui est-ce que tu travailles? Et est-ce que tu économiserais pas un peu en acceptant d'avoir du marbre plus petit pour mettre... je sais pas, quelque chose de plus intéressant, genre une piscine refroidie, peut-être des aménagements dans le garage, peut-être un dressing plus sympa, etc., etc. Donc la question, c'est toujours d'arriver, et surtout dans le luxe, mais pas que d'ailleurs, hein, même dans le petit T2 meublé que tu vas faire pour un étudiant, c'est d'arriver à comprendre qui est ton client, entre guillemets, hein, que ça soit un acheteur ou un locataire, c'est finalement ton client, et comment est-ce que tu vas le servir au mieux. Et des trucs dont il a rien à foutre, ça sert à rien de les faire, ça sert à rien de les mettre en place, parce que tu vas les mettre en place, tu vas avoir l'impression que c'est vachement bien. Putain, ça résonne vachement ici, tiens regarde, il y a un héron là. Ouais, ça sert à rien, tu vois, il y a des gens, ils en ont rien à taper d'avoir un truc qui leur sert pas. Tiens regarde, exemple. Tu vois ici, bon, le chantier était abandonné, mais tu vois là on avait une immense espèce de baignoire balnéo. Alors elle est très grande, hein, tu regardes ma main par rapport à la baignoire, et je sais pas comment te rendre compte qu'elle est très grande, tu vois. Donc ça, par exemple, c'est un exemple. Tu vois, je préfère mettre une baignoire balnéo comme ça, même mieux que ça, parce que ça, c'est un peu de la merde. En vrai, ils étaient partis à faire des trucs cheap ici. Je préfère largement mettre une belle salle de bain, baignoire plus la double douche plus un dressing derrière, etc., un truc vraiment cool, que reprendre l'exemple de mettre des tiles qui soient sans joint, quoi. Quand tu fais de la revente, donc même du marchand de biens en France ou dans n'importe quel pays, et même quand tu fais du locatif, aussi, pose-toi la question de ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire que, pourquoi les mettre? Je prends un exemple qui me revient de quand je faisais moi-même mes chantiers. Pourquoi aller se faire chier à faire le dessous de l'escalier parfait, y passer 5 heures parce que, et je sais que tu vas te reconnaître, il y a plein de gens qui se reconnaissent, moi le premier, parce que tu es perfectionniste et tu veux que ton dessous d'escalier soit nickel ou l'intérieur du placard, etc. Et tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures de finition là-dedans, alors que ça ne sert à rien, personne ne le verra jamais. Plutôt que mettre peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures de ton temps sur un truc dès l'entrée, dans le salon ou dans la cuisine, dans une pièce importante, tu vois, ou dans une salle de bain, qui va se voir et qui va apporter une vraie plus-value en termes soit de location, soit de revente. Donc c'est toujours ces arbitrages à faire. Et finalement, j'ai envie de dire que plus tu vas vers du luxe, plus tu vas vers du haut de gamme, et plus ces arbitrages sont durs à faire d'un côté, puisque quand tu t'adresses à des gens qui peuvent se payer des trucs de plus en plus fous et de plus en plus gros, forcément...
tu sais pas où est forcément l'exigence, donc il faut te faire une idée, il faut demander, il faut regarder ce qui se fait ailleurs, la concurrence, etc. Mais ça devient plus important finalement, parce qu'à chaque fois, tu vas risquer plus de capital. Et d'ailleurs, le capital, c'est une notion clé en marchand de biens. D'ailleurs, je m'adresse également à tous les membres de l'incubateur marchand de biens que je salue. Les infos sont là pour ceux qui ne sont pas avec nous dans l'incubateur. Il y a une notion clé de capital dans l'achat-revente. Que ça soit en France, ici, où tu veux, peu importe que tu achètes et revendes des tomates, des biens immobiliers ou des voitures. C'est le capital, c'est l'argent. Y égale à X comme d'habitude. Et plus tu vas faire des biens qui vont être capital consuming, comme ici, tu vois, c'est-à-dire que forcément, il faut mettre des apports, hein, ça ne se fait pas tout seul. Faut même financer en totalité parfois. Encore une fois, il y a plein de règles hein, suivant les pays, etc. Donc, plus tu fais une maison haut de gamme, plus tu fais un bien haut de gamme, plus ça va coûter cher et plus ça va être risqué. Ça, c'est immuable. Par contre, étant donné que c'est aussi plus concentré en capital, quand tu vas revendre, théoriquement, si tu n'as pas fait n'importe quoi, ça va rapporter plus. Les pourcentages vont être les mêmes, parce que là, c'est pareil pour tous les pays. Hein. On va viser un minimum de 20-30% de marge brute, allez, 20, vraiment des opérations un petit peu limites, 30% et plus, c'est quand même plus intéressant, c'est ce qu'on va plutôt chercher en termes d'achat-revente et de marchand de biens. Bah forcément, 30% sur un bien à 300 000 et 30% sur un bien à 4 millions, c'est pas le même argent à la fin. Donc tu vois, c'est toujours cette balance risque-rendement, exactement comme dans la bourse. Risque-rendement, hein, on en revient toujours aux mêmes fondamentaux. Ah, tu vois, l'histoire de cette maison, c'est donc des travaux qui ont été abandonnés. Hein. Donc a priori, un divorce ou des gens qui avaient plus les sous pour terminer la maison. Et tous les matériaux ont été laissés. Et tu vois, quand je te dis que... Tu vois, c'est marrant ça. Espèce de... On voit pas bien là, mais... Si je frotte là, c'est une espèce de cristaux là. Ça, je pense pour décorer autour d'une cheminée ou pour éclairer ou faire des colonnes. Je sais pas ce qu'ils voulaient faire. Mais tu vois, on est sur des goûts douteux. Hein. On est sur des colonnes de partout, des espèces de trucs en marbre. Bon, des éléphants et tout. Je pense que c'était des gens qui devaient être indiens là, qui voulaient faire cette maison parce que vu la déco, comment elle était en train de se profiler là, tu vois ce qui allait se passer. Mais bref, après chacun ses goûts. Mais tu vois, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire à quel point la main d'œuvre ici, ça peut être compliqué si tu as une mauvaise équipe ou si tu suis pas. À quel moment dans une maison, alors certes, elle s'est délabrée avec le temps, hein, mais à quel moment dans une maison où tu as changé le sol, je sais pas s'il a été changé ou il a quand même l'air relativement propre ce sol en plus dans ces maisons, à l'origine c'est pas ce sol-là. À quel moment tu le protèges pas? À quel moment tu mets tes matériaux par-dessus? Tu vois? À quel moment tu poses tes espèces de chandeliers alors que le chantier est même pas fini, tu vois? Pareil, il y a des aberrations, genre là où plancher technique, je sais pas ce qu'il pensait faire, mais regarde, t'as vu l'état de la maison, elle est pas finie. À quel moment dans une maison pas finie, tu commences à me poser des luminaires dans les escaliers? Tu vois là, il y a les tubes néons là, regarde. Donc tu vas passer, tu vas tout péter quand tu vas déménager. À quel moment, là regarde, ils avaient commencé le placo. À quel moment dans une maison qui est dans cet état-là, tu commences à mettre en place les spots dans le placo? Enfin, tu vois, que des aberrations. Pourquoi? Parce que là, on avait une équipe de bras cassés, hein, très clairement. Qui a commencé cette maison, et puis après, je sais pas ce qui s'est passé, tu vois, mais t'as vu la baignoire dans l'autre pièce là-bas. À quel moment, quand, sur un chantier pas fini, tu m'emmènes une baignoire qu'ils ont dû acheter neuve à l'époque, avant qu'elle se pourrisse, et tu la déposes là sans aucune protection, dans une pièce qui est pas finie avec les laits, regarde. Enfin, c'est quand même fou. Si je peux donner un conseil de plus, avant que je te demande de péter la gueule du pouce bleu de façon triplement impaire, de poser tes questions dans les commentaires pour la prochaine série de vidéos sur la rénovation de maison. Tu peux me poser tes questions et sur la rénovation à Dubaï et sur la rénovation tout court, puisque globalement, tu l'as compris, il y a énormément de similitudes. Mais justement, je vais te parler d'un truc ici qui est différent. C'est les démarches administratives. Ça change en fonction de tous les pays. Bien sûr, les démarches administratives ne sont pas les mêmes. Alors ici, c'est très bizarre. Peut-être qu'au fur et à mesure des épisodes, je te raconterai un petit peu des curiosités. Là, la première curiosité que j'ai envie de te partager, c'est que en France, on a l'urbanisme, hein, dans toutes les villes, les mairies, on sait comment ça marche. Et on a globalement des textes qui vont nous dire ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Avec, tiens, regarde cette magnifique façade dégueulasse, on va tout péter, hein, tout ça, ça va... Tu vas pas reconnaître. Et donc les textes te disent à peu près ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire, comment tu dois le faire, etc. Ici, c'est pas comme ça. Sur notamment ces quartiers-là, qui ont été faits en entièreté par des promoteurs. Il faut savoir que c'est un peu à l'américaine ici. Hein. On file des terrains immenses à des promoteurs et on leur dit, voilà, faites-moi une communauté. Faites une communauté fermée hein, à l'américaine. Hein. Donc tout est fermé, il y a une sécurité à l'entrée. Et puis ils créent un quartier immense.
vois, parfois, on parle en centaines de maisons, hein. 500, 700, 900, 1000, 1500, 3000, 5000 maisons. Et donc ils créent ces quartiers-là, et ensuite c'est eux la mairie. Enfin, c'est pas que c'est la mairie, mais c'est eux qui décident. C'est eux qui sont propriétaires d'absolument tout. Alors pas ta maison et ton terrain quand tu l'achètes, mais tout le reste, les communs, etc. Et c'est eux par exemple qui vont décider des démarches d'urbanisme. C'est-à-dire que là, cette maison, pour l'agrandir ou pour péter un toit ou pour changer un truc ou pour changer la déco, tu vas pas faire la demande à la mairie, tu vas faire la demande au promoteur qui reste gestionnaire finalement de son espèce de mini-village. Et c'est rigolo. Donc par contre, étant donné que c'est beaucoup plus simple ici au niveau business, que les démarches sont très simplifiées. Alors je sais pas si c'est que les démarches sont très simplifiées ou si que, tu sais, on est déformé en tant que Français pour avoir l'habitude que ça prenne longtemps et 48 formulaires. Alors ici il y a 48 formulaires mais ça prend globalement pas très longtemps. T'envoies tes dessins, machin, architecte. Je sais pas, en 2 mois, 3 mois maximum, t'as la réponse. Même souvent bien plus vite. Et tu payes, puisque tout se paye. Hein. Et puis t'as le droit de faire tes modifications. Donc par exemple, tu vas pouvoir changer le style de la villa, tu vas pouvoir péter des trucs de déco que t'aimes pas, tu vas pouvoir, etc., etc. Et pareil pour le terrain. Là, on va étendre derrière, parce que c'est un peu petit, t'as vu, il y a beaucoup de jardins ici, et derrière, il y a beaucoup d'espaces perdus. Et vu qu'on veut faire la piscine et tout derrière, voilà, une belle entrée ici, très sympa, majestueux. Et derrière, piscine, plus vraiment ton jardin à vivre, quoi, barbecue et tout. Pareil, pour étendre ce jardin, tu fais la demande au promoteur. Tu dis voilà, je voudrais aller un peu plus loin, et il te vend du terrain qui est perdu entre guillemets, puisque c'est le entre-maison, quoi. Et donc ils ont une partie de terrain qu'ils ont gardé en réserve entre un peu toutes les maisons, qui vont te revendre au fur et à mesure. Alors ça coûte pareil pas mal cher, et ça leur permet de continuer à avoir un revenu en fait. Et vu qu'ils font comme ça plein de communautés, plein de maisons, voilà, c'est un putain de business pour eux. Donc ici le maire, l'urbanisme et promoteur, c'est très bizarre, c'est rigolo, mais c'est comme ça que ça marche. C'est pareil, moi je cherche même pas le débat, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout, toi. Je veux dire, tire ton épingle du jeu, prends les règles du jeu, t'arrives dans un nouvel endroit, un nouveau pays, une nouvelle ville, peu importe, c'est toujours pareil en fait. C'est quoi les règles, c'est ça, ok. Est-ce que je peux le faire, pas le faire, comment ça marche, c'est qui décide, et puis go quoi, voilà tout simplement. Et ça marche partout, des fois faut pas trop non plus prendre la tête. Ce qui est bien ici aussi, c'est que tu peux te faire livrer des voitures. Il y a un mec qui est en train de se faire livrer sa Bugatti au calme là, entre 2 baraques, tranquille. C'est aussi ça Dubaï. Donc tu vois le genre de personnes qu'on vise à la revente. Allez la team, pose-moi tes questions dans les commentaires. Dis-moi ce que tout ça t'inspire. Si tu souhaites en savoir plus, t'inscrire avec nous, pouf, myclubdeal.com, tu l'as dans le i là-haut, tu l'as aussi en dessous dans les notes de l'épisode. Et puis je te dis à très bientôt et on fera tout le suivi de ces différents chantiers. Je ne sais pas encore comment je vais organiser tout ça. C'est comme d'habitude, tu connais cette chaîne, là en plus on est en mode vlog, c'est un petit peu à la bonne franquette. Dis-moi ce que tu veux, comment tu le veux, etc. L'avenir c'est nous. Ciao!